Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation Voyage, votre rendez-vous quotidien d'évasion. Pas de décalage horaire entre nous, une fois de plus aujourd'hui, on part à l'assaut de la planète. Et en l'occurrence, ça sera en Nouvelle-Zélande, dans le Connecticut et en Colombie. Et pour notre voyage entre la Sierra Nevada et les plages du nord du pays, on va glisser un accordéon dans nos bagages. Par-dessus le bruit des vagues se détache un air traditionnel, le vallenato. Une musique aussi métissée que le peuple colombien lui-même. Le vallenato, c'est en effet la rencontre harmonieuse entre des instruments indigènes et le fameux piano à bretelles venu d'Allemagne. Les secrets d'un mariage musical qui dure, ça sera dans l'héritage. Dans le nord-est des États-Unis, à New Haven, on aurait pu vous faire découvrir la prestigieuse université de Yale, où a étudié George Bush ou Hillary Clinton. Mais finalement, on va plutôt opter pour un jeu de cache-cache. Une chasse à l'homme impitoyable, commanditée par le Royaume d'Angleterre. Vous connaîtrez les risques encourus dans l'incontournable. Et pour commencer, regardez ce que j'ai entre les mains. Le précieux, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Celui qui mène les hommes par le bout du nez et qui va nous mener aujourd'hui jusqu'à la Terre du Milieu, la Nouvelle-Zélande. Avec ses volcans, ses cascades, ses longues plaines, on a vite fait d'être transporté vers Mordor ou le pays des Hobbits. Eh bien, c'est dans ce décor naturel que Peter Jackson a grandi. C'est l'inspiration. Quelque part, aux confins des antipodes sauvages, à l'autre bout du monde, deux longues îles émergent du Pacifique, la Nouvelle-Zélande. Avec environ 30 millions de moutons pour près de 5 millions d'habitants, ce pays vit au rythme d'une nature omniprésente. Une terre de démesure qui stimule les imaginaires les plus débordants et s'accorde aux projets les plus délirants. Un enfant du pays, Peter Jackson, a fait un rêve fou. Imposer à Hollywood de tourner ici la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, pourtant réputée impossible à porter à l'écran. Le réalisateur néo-zélandais a su bâtir sur son île natale l'une des épopées fantastiques les plus populaires de l'histoire du cinéma, à des milliers de kilomètres de la vieille Angleterre, où l'écrivain britannique avait ancré son récit fantastique. L'histoire d'un jeune hobbit qui hérite de l'anneau unique, un instrument de pouvoir absolu créé pour le Seigneur des Ténèbres, et qui se porte volontaire pour le détruire. Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande et ville natale de Peter Jackson. C'est au National War Memorial qu'une page d'histoire relie Tolkien au réalisateur du Seigneur des Anneaux. Cette histoire se déroule il y a un siècle, dans la vieille Europe, mais elle prend sa source ici, dans ce lieu qui symbolise leur mémoire commune. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, des milliers de jeunes néo-zélandais partent du port de Wellington pour combattre aux côtés des troupes britanniques. Ce sont les soldats de la New Zealand Division. Quand on leur a demandé pourquoi ils s'étaient portés volontaires, la majorité d'entre eux a répondu que c'était pour l'aventure. Le deuxième motif était le devoir de se battre pour l'Empire. Mais j'ajouterais aussi qu'ils voulaient montrer que la Nouvelle-Zélande était un pays à part entière. Ils voulaient faire mieux que ce qu'on attendait d'un pays comme le nôtre. Au total, 100 000 hommes sont partis, soit 10% de la population de Nouvelle-Zélande. C'est dans les tranchées de la Somme que Tolkien a dessiné les contours de cette fable où s'affrontent les forces du bien et du mal. Quelques années après cette bataille, où il a perdu presque tous ses amis, il entame l'écriture d'une saga où les soldats anglais, néo-zélandais et allemands sont remplacés par des hobbits, des elfes ou des orques. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor. Et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la Terre du Milieu. Je sais que le grand-père de Peter Jackson a combattu là-bas. Il a rencontré des Néo-Zélandais sur le front et c'est la raison pour laquelle son fils, le père de Peter, est venu vivre ici. C'est une histoire que Peter a souvent racontée. Peter Jackson identifie Tolkien à son grand-père anglais, dont la famille a émigré à la suite des récits de bravoure des soldats néo-zélandais dans la baie de Somme.
Lorsqu'il lit Le Seigneur des Anneaux, les pages sont nourries par les paysages de son royaume. Des paysages idylliques, magiques et parfois menaçants, qui s'adaptent à merveille à l'univers de la fantasy. Matamata, dans la région de Waikato. La famille de Russell Alexander vit depuis toujours dans cette contrée bucolique. Dans notre famille, nous sommes des fermiers passionnés. Ça a été fabuleux de grandir ici. Il y avait les moutons et on avait toujours quelque chose à faire. On a appris beaucoup de choses en grandissant en liberté, à l'écart de la ville. C'est la campagne néo-zélandaise dans toute sa splendeur. Cette campagne néo-zélandaise, Peter Jackson la connaît par cœur. À la recherche d'un havre de paix où il pourra camper la comté, le pays des hobbits, le réalisateur se projette. Il est transporté dans la campagne anglaise immuable et sait qu'il a trouvé le lieu parfait pour accueillir ce peuple de paysans casaniers et foncièrement joyeux qui n'aspire qu'à la tranquillité. Je pense que ce cadre correspondait à ce que l'équipe du film recherchait. Un joli coin paisible qui allait servir de lieu de vie aux hobbits, qui sont comme nous, des fermiers heureux. Regardez, Hobbitbourg est juste en dessous, et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune infrastructure, aucune route, aucune ligne électrique, aucun édifice moderne à l'horizon. Juste ces collines verdoyantes qui habillent toute la vallée et dessinent cet arrière-plan merveilleux. C'est le plus beau décor de Nouvelle-Zélande. La comté est une utopie pastorale, un paradis terrestre, une terre épargnée de toute violence et de toute mauvaise rencontre, où la philosophie des hobbits est résumée en une réplique. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Elle vous met en retard pour le dîner. Hobbitbourg et Matamata sont désormais indissociables. Ces maisons semblent faire partie du paysage depuis toujours. Elles sont pourtant un décor du film créé pour accueillir des êtres imaginaires. Je crois que Peter Jackson cherchait un lieu qui ressemble à la comté, à la Terre du Milieu et à l'Angleterre du passé. J'espère que si Tolkien revenait aujourd'hui, il serait d'accord pour dire que Matamata était le meilleur choix. Mais la tranquillité des hobbits est bousculée quand Frodon est amené à détruire un anneau maléfique. Lui et ses amis doivent alors s'aventurer dans un monde où tout leur semble gigantesque. Le Seigneur des Anneaux glorifie une nature idyllique, exubérante, magique, remplie de forces invisibles. Pour Peter Jackson, les formations rocheuses et la forêt primaire de Mangaotaki Rocks, près de Piopio, sont tout droit surgies de la Terre du Milieu. Le bois et son contact le remplirent d'une joie. Non celle du forestier ou du charpentier, c'était la joie de l'arbre même. Tolkien connaissait parfaitement la nature. Cela transparaît dans chacune des pages de ses livres. Je pense qu'il aurait apprécié l'idée qu'il existe dans ce monde des lieux qui correspondent exactement à ce qu'il avait en tête en écrivant. Le livre prend vraiment vie quand vous vous promenez en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez voir le Mordor, vous pouvez voir la comté, vous pouvez voir la forêt du bosquet des trolls. C'est un privilège pour cette nature d'avoir été immortalisée dans ces films. Elle en est la vraie reine. De ces forêts néo-zélandaises surgissent des créatures maléfiques comme des trolls ou des cavaliers noirs que Frodon et ses amis évitent en se cachant dans des racines protectrices. Peter Jackson a conscience que la Terre du Milieu n'est pas un simple décor naturel, mais un personnage à part entière du récit qui impose ses propres lois. Quand Peter Jackson se promenait ici avec nous pour voir s'il allait utiliser les lieux pour le tournage, on pouvait voir tout son processus de travail se mettre en place. D'où allaient sortir les créatures, comment les acteurs allaient investir les lieux, comme si le cadre justement participait à sa réflexion. Les gens qui viennent ici apprécient de voir le vrai lieu du tournage. Ils sont impressionnés de voir que tout est vrai. Ils me disent « Mais je croyais que c'était des effets spéciaux ».
Et non, c'est la nature qui a fait que les arbres s'entortillent dans les pierres. Tout ça est bien réel. Pour le réalisateur, la fantaisie est un antidote. Elle a cette vertu de réenchanter le monde pour permettre au spectateur de mieux regarder celui qui nous entoure, pour l'aider à en retrouver le goût. C'est un voyage, une exploration portée par le vent de l'aventure où la nature est souveraine. Je suis convaincue qu'il faut célébrer la nature et je pense que Tolkien comme Peter Jackson ont tous les deux cette préoccupation à cœur, chacun à leur façon. Nous sommes sur cette terre pour si peu de temps, nous devons en profiter et dire aux gens « Hé, regarde ce beau papillon !» Les inviter à regarder chaque chose de ce monde et à en profiter. Je crois que tous les deux ont ce désir de célébration de la nature. Chez Peter Jackson, comme chez Tolkien avant lui, la célébration de la nature s'accompagne d'une inquiétude. Et tandis que Frodon et Sam, les deux hobbits, se dirigent vers la montagne du destin pour y détruire l'anneau unique, la nature fait peser sur le monde une sourde menace. Sur la montagne du destin, le destin tombera. La Nouvelle-Zélande est située sur une zone où deux plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Dans le centre de l'île du Nord, le parc de Tongariro est le premier parc national de Nouvelle-Zélande. Un paysage d'une variété extraordinaire entre forêts, rivières, déserts, mais aussi cratères. C'est la principale région volcanique de Nouvelle-Zélande. Il y a 3 volcans majeurs et plusieurs volcans plus petits. Et les équipes du film ont beaucoup tourné ici pour camper les paysages lunaires du Mordor notamment. Ils ont d'ailleurs filmé ici même, là où nous nous trouvons. Un parc entièrement sculpté par le fracas des éruptions volcaniques et une population locale qui s'est elle aussi construite aux côtés de ces géants qui menacent sans cesse de se réveiller. Vivre dans une zone volcanique en Nouvelle-Zélande, et spécialement ici dans le parc national de Tongariro où l'on est littéralement entouré de volcans, ça veut naturellement dire qu'on va vivre des éruptions et aussi beaucoup de tremblements de terre. Ça arrive assez fréquemment. On a environ 6 fois par an des tremblements de terre que l'on peut ressentir assez intensément. C'est une chose avec laquelle on a dû apprendre à vivre. L'élément central des lieux est le mont Ruapeu et ses 2797 mètres d'altitude. C'est le point culminant de l'île du Nord et avec son voisin, le mont Ngauruhoe, il surplombe toute la vallée. Ce dernier figure le grand volcan du Mordor où l'anneau unique sera détruit. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, ces volcans ne sommeillent jamais très longtemps. Le Ruapeu a connu sa dernière éruption en 2007, mais la plus grosse a eu lieu en 1995, alors que nous finissions la saison de ski. Elle a été spectaculaire à tous les niveaux, et en particulier parce que nous étions en train de skier sur la montagne quand l'explosion a eu lieu. Il y a quelques jolies photos de skieurs en train de dévaler la piste, avec le volcan littéralement en train d'exploser derrière eux. Je suis convaincu que les skieurs n'ont jamais descendu cette piste aussi vite. Aux abords du parc, le lac Taupo a lui aussi une sulfureuse histoire. Il s'est formé à la suite de l'explosion cataclysmique d'un supervolcan il y a environ 26 000 ans. Puis, 2 siècles avant notre ère, il a connu une autre super-éruption si violente qu'elle se serait faite sentir jusqu'à Rome. Le volcan du lac Taupo va se réveiller, c'est une certitude. La seule question est de savoir quand. Et quand ça arrivera, ce sera une extraordinaire éruption qui va dévaster tout ce qui se trouve à 200 ou 300 km aux alentours. Et cela affectera le monde entier. Ce sera infiniment plus destructeur que tout ce que vous avez vu au cinéma, y compris dans Le Seigneur des Anneaux. Grâce à la vision de Peter Jackson, les paysages de Nouvelle-Zélande épousent désormais les contours de l'œuvre de Tolkien entre fantaisie et réalité. Et on espère que ce lac Taupo et le volcan qui sommeille en dessous resteront bien tranquilles le plus longtemps possible. C'est un beau pays donc la Nouvelle-Zélande, mais il faut tout de même s'y méfier des opossums. L'animal est particulièrement détesté là-bas. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau.
Pas besoin d'inventer des ogres hideux comme dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En Nouvelle-Zélande, il y a des monstres bien réels et ils s'appellent opossums. Attention, les apparences sont trompeuses. Comme ça, il a l'air plutôt kawaii, ce dévoreur de kiwis. Pourtant, il refile la tuberculose aux bovins, dévore la forêt primaire et pire que tout, il bouffe les œufs du kiwi, l'emblème national du pays. C'est un Attila à 4 pattes qui détruit tout sur son passage. Dans un pays où vivent un peu moins de 5 millions de personnes, pour 30 millions de moutons, les opossums sont les plus nombreux. On estime qu'ils sont 70 millions. 70 millions de petits nuisibles en liberté qui gambadent tranquillement dans la comté. En plus, la bestiole n'a aucun prédateur naturel sur l'île. Dans ce pays, les mammifères sont pacifiques, ils ne se bouffent pas les uns les autres. Les oiseaux qui n'avaient jamais été dérangés par personne ont pris l'habitude de construire leur nid au ras du sol. Pour les opossums, c'est open bar, y a qu'à se servir. Aucun prédateur excepté l'homme. En Nouvelle-Zélande, on n'hésite pas à faire un petit crochet quand on en croise un sur la route pour l'aplatir sous la roue. Le week-end, on le chasse et certains trappeurs vivent même du commerce de sa fourrure qui ressemble un peu à celle de l'ours polaire. Ambiance Davy Crockett du Pacifique, l'animal a d'ailleurs été importé d'Australie pour la qualité de sa fourrure. Objet de détestation, on vendait même aux enfants dans les années 90 une peluche d'opossum écrasée par un pneu, histoire de montrer l'exemple à ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire. Il y a même des vidéos qui circulent de jetés d'opossum. Attention, âme sensible, fermez les yeux. Chaque année, les Néo-Zélandais tuent 2 millions de marsupiaux. En Nouvelle-Zélande, on veut la peau des opossums. Direction la Colombie. Là-bas, on va se mettre au vallenato, un genre musical à côté duquel on ne peut pas passer quand on se rend dans le nord du pays, que ce soit sur les plages ou dans les petits villages de la Sierra Nevada. Alors, il s'agit d'une musique folklorique, aussi métissée que l'âme des Colombiens. On voit ça tout de suite dans l'héritage. On dit de lui qu'il est l'esprit du pays, celui de la Colombie. On lui associe souvent la salsa ou la cumbia. Mais si on veut bien écouter plus attentivement, le rythme du vallenato est incomparable. Une mélodie paysanne longtemps méprisée, née dans une région fertile, là où cohabitent encore mythe et nostalgie, réalité et imaginaire. Au nord de la Colombie, entre la Sierra Nevada et la frontière du Venezuela, dans ce pays où un instrument de musique venu d'Allemagne va se mêler au tempo indigène. Si des dizaines de légendes entourent la naissance du vallenato, c'est à la pointe nord de la côte caribéenne qu'on aime raconter le premier chapitre de son histoire. On dit qu'ici, au début du 19e siècle, un navire allemand au ventre chargé d'accordéons en route vers Buenos Aires aurait fait naufrage. Les instruments auraient alors échoué sur ces plages. On se trouve ici à Rio Hacha, la capitale de la région La Guajira. On raconte que c'est ici que tout a commencé. Les navires accostaient avec leurs marchandises afin de livrer les magasins. À cette époque, on importait des selles de cheval, des ciseaux, des essences, des bougies et même du tissu. Et on suppose que dans l'un de ces bateaux, il y avait des accordéons. Une légende raconte aussi le destin du premier homme à s'emparer de l'instrument du vieux continent. Une sorte de ménestrel qu'on surnommait Francisco El Hombre. Une figure folklorique si mythique qu'elle apparaît dans 100 ans de solitude, le chef-d'œuvre colombien du prix Nobel de littérature, García Márquez.
On raconte aussi la légende de Francisco Moscote, plus connu sous le nom de Francisco el Hombre, qui par une nuit sombre rencontra le diable. Ils commencèrent un duel d'accordéon. Le diable le mit au défi et Francisco el Hombre gagna en réussissant à jouer à l'envers. On raconte aussi qu'à cet instant, et grâce à cette victoire, les principales maladies de l'époque disparurent. Que ce musicien ait existé ou non, le son de l'accordéon, lui, s'est enraciné pour de bon. Pour découvrir comment ce piano à bretelles va calquer son souffle sur celui des rythmes indigènes et devenir le cœur du style vallenato, il faut gravir les jupes de la Sierra Nevada, jusqu'au village d'Atanques, à 2000 mètres d'altitude. Je suis né à Atanques. Nous appartenons à l'un des 4 groupes indigènes installés dans la région des Indiens Cancuamos. C'est un village qui a été colonisé et désormais nous avons tous des origines africaines, indiennes et espagnoles. Les Indiens avaient déjà une grande culture musicale, comme avec le chicoté ou la gaïta, qui sont des instruments typiques de la région. De nombreuses familles de Blancs sont venues ici, à Atanques, et ont commercé avec les Indiens. Les indigènes avaient comme principal instrument de musique le roseau, qu'on appelle gaïta. Lorsque l'accordéon est arrivé sur ces terres, certains peuples autochtones qui jouaient déjà de la gaïta se sont mis à jouer de l'accordéon. Du coup, nous pensons que l'origine du vallenato est ici sur cette terre, dans notre village. L'accordéon est comme la gaïta, la flûte amérindienne, un instrument à vent de la famille des bois. Et c'est tout naturellement que leurs mélodies s'entremêlent. Cette mélodie qui est jouée à l'accordéon est aussi née de ces flûtes en roseau, de cette musique traditionnelle que nous ont laissée nos grands-parents. Cantando con emoción, pon cuidado a mis palabras. Cantando con emoción, pon cuidado a mis palabras. Le voy a cantar este son, le voy a cantar este son que traigo de la Nevada. Le voy a cantar este son que traigo de la Nevada. Le temps passe, mais la musique reste accrochée au sommet de la Sierra Nevada et continue à raconter un pays mêlé de conquête et de magie. Atanques était un village magique. Par exemple, il y a 50 ans, à Atanques, à minuit ou après 10 heures le soir, on ne pouvait plus sortir dans la rue, parce que c'était l'heure des sorcières. Et quand on lit 100 ans de solitude, on trouve des passages sur les habitudes de notre peuple. C'est pourquoi on dit que 100 ans de solitude, c'est comme... c'est un vallenato de 362 pages, n'est-ce pas? À la manière des musiques ancestrales des Indiens Cancuamos, religieuses et mystiques, Luis Carlos aime célébrer la nature. La plupart de mes chansons parlent des éléments de la Sierra Nevada, des collines, de la rivière, d'une femme seule sur la route. Je suis très attaché à l'endroit où je vis, tellement attaché que je ne suis jamais parti d'ici. Tan solo el recuerdo quedó del indio Cancuamo. Cuando el siglo XX llegó, ya él se había marchado. Muy poquitas letras hallé de su biografía. Y a todo el que le pregunté no lo conocía. Pero yo le diré cómo era el hombre que en mi tierra mucho tiempo vivió y trovador de un aire
que nació en Atanque, del lindo chicote que hoy está olvidado, y trovador de un aire que nació en Atanque, del lindo chicote que hoy está olvidado. Les Indiens de la Sierra, accordéons en bandoulière, se font itinérants. Et comme les troubadours, ils vont de village en village. Et c'est en contrebas de la Sierra Nevada, dans le paysage désertique de cactus et d'acacias, que le vallenato s'épanouit au gré des haltes des voyageurs de passage dans la vallée. La grande majorité des ménestrels vallenato sont originaires de cette région. C'est ici que tout a commencé dans les villages. Et ça s'est fait, comment dirais-je, de façon très simple. Parce que le vallenato a commencé dans des lieux comme celui-ci. C'était un style de musique, pour ainsi dire, très peu accepté, notamment par l'élite ou les classes supérieures. Mais petit à petit, le vallenato a pris de l'importance et s'est fait connaître. Cette musique, jusque-là méprisée, s'épanouit enfin grâce à de grandes figures, comme le chanteur Diomedes Diaz, originaire du village de la Junta. Son vallenato fait doucement la fierté de la bonne société de la région. Puis très vite, toute la Colombie se met à entonner ses ritournelles. Ay, que yo las canto con el alma para esa linda morenita en la ventana marroncita es donde duerme mi adorada en la ventana marroncita. Nous sommes ici sous la fenêtre brune. C'est un lieu emblématique car ici, celui qu'on appelle le grand cacique, le grand Diomedes Diaz, qui est pour moi le plus grand interprète de la musique vallenato, mais également le plus grand compositeur, venait chanter ses sérénades à Patricia, qui était alors sa petite amie. Le vallenato chante tout. Il chante l'amour, le désamour, mais aussi la nature, la vie autochtone, tout ce qui est typique. Mais le manque d'amour en particulier est un thème qui fonctionne très bien. Probablement parce que c'est une chose normale et naturelle dans la vie des gens, dans la vie quotidienne, parfois difficile, que l'on trouve dans ces villages. Le vallenato est aujourd'hui la gloire du pays tout entier, et plus encore depuis la création d'un festival dans la ville de Valledupar. Deuxième événement folklorique du pays, né sous l'impulsion de Gabriel García Márquez, il réunit des stars nationales et internationales. Rémi est un chanteur français qui a eu le coup de foudre il y a 40 ans pour cette musique. Mais aussi pour cette région rurale, avec son marché coloré qui déborde de fruits et légumes. C'est une musique de paysans. Ils arrivaient à Valledupar sur la place du marché ou sur la place Alfonso López en cheval, en âne et avec leur accordéon. Le vallenato est devenu populaire dans les années 70 au moment où cette région a explosé grâce à l'agriculture, la banane, le coton, par la suite l'huile de palme. Là, c'est quand j'étais jeune et beau. Premier français à jouer du vallenato avec son groupe devenu légendaire, Los Chipi Chipi, c'est à la maison de l'accordéon que Rémi aime retrouver ses vieux amis. J'ai une photo de toi ici. Une photo qui a presque 40 ans. Quelle joie de te revoir, mon frère. Comment vas-tu? Tu ne changes pas. Toi non plus, tu allais en pleine forme. Dans les années 80, toute la région prospère grâce aux cultures licites, mais aussi illicites. L'argent afflue et il est facile de se payer les services des musiciens. Le vallenato vit alors ses heures de gloire. Un des vallenatos les plus populaires, les plus traditionnels, on ne sait même pas qui l'a écrit, s'appelle El Amor Amor. Et dans cette chanson, il dit « Cuando estoy en la paranda, no me acuerdo de la muerte ». Quand je suis dans la fête, je ne me rappelle pas de la mort.
Et ça correspond tout à fait à l'état d'esprit. Quand je suis venu, j'avais 17 ans, j'étais moitié punk. C'était un peu au jour le jour, et vive la fête, et vive la vie. À la tombée du jour, dans les rues de Valledupar, les spectateurs se rassemblent autour des scènes du festival où se produisent les artistes de la nouvelle génération. Tout au long de la nuit, ces milliers d'aficionados vont célébrer ensemble les mélodies métissées du vallenato dans une communion romantique et joyeuse. Et si par hasard vous allez en Colombie au mois d'avril, vous penserez à nous en profitant de ce festival qui a lieu à ce moment-là. Allez, troisième et nouvelle étape, on part maintenant aux États-Unis, côte Est. Entre New Haven et Londres, il y a plus de 5000 km. Et pourtant, cette distance n'effraie personne quand on a soif de vengeance. C'est l'incontournable. Fondée en 1638 par des protestants anglais, New Haven, dans le Connecticut, est l'une des plus vieilles villes des États-Unis. Elle est connue pour abriter la prestigieuse université de Yale, qui a vu passer sur ses bancs George Bush ou Hillary Clinton. Cité portuaire dynamique du nord-est du pays, son charme réside avant tout dans son cœur historique. Ses ruelles médiévales et ses demeures coloniales rappellent aux visiteurs les grandes heures de la Nouvelle-Angleterre. Incontournable New Haven, qui cache une toute autre histoire. Celle d'une chasse à l'homme impitoyable menée par un roi depuis le vieux continent. Selon l'historien Christopher Pagliuca, pour comprendre cet épisode méconnu, il faut revenir au 20 janvier 1649. En Angleterre, s'ouvre alors le procès du roi catholique Charles Ier. Le jugement est orchestré par le puritain et anglican Oliver Cromwell. Le jury était principalement composé de fidèles de Cromwell. Parmi eux, Edward Whalley et William Gough étaient deux de ses plus importants généraux pendant la guerre. Ils ont écouté la défense de Charles Ier, mais finalement tous savaient très bien qu'ils allaient le déclarer coupable. Et c'est ainsi qu'avec 56 autres signataires, ils ont condamné à mort Charles Ier. Il fut amené à l'échafaud et décapité, le 30 janvier 1649. Un monarque de droit divin décapité par son peuple, c'est une première dans l'histoire. Après sa mort, les jurés n'ont pas tout à fait l'esprit tranquille. Ils craignent des représailles. Edward Whalley et son gendre William Gough abandonnent la mère patrie pour aller se cacher à plus de 5000 km de là, en Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre était un lieu plutôt hospitalier pour un héros puritain, quelqu'un qui, comme eux, avait fait tuer le catholique Charles Ier. Ils savaient qu'ils se rendaient dans un endroit où l'accueil leur serait favorable. À leur arrivée, ils ont même été hébergés par les administrateurs des colonies. Tout allait pour le mieux. Oui, mais voilà. 9 ans plus tard en Angleterre, c'est le retour de la monarchie catholique. Charles II, le fils du roi décapité, reprend les rênes du pouvoir en 1660 et il a soif de vengeance. Peu de temps après son retour sur le trône, Charles II déclare que ces hommes sont désormais non seulement recherchés par la couronne, mais que quiconque les aiderait serait aussi coupable de trahison. Une liste des 59 hommes ayant voté la mort de l'ancien roi est publiée. Ils sont tous condamnés à mort par écartèlement. Parmi eux, 24 sont déjà décédés, dont Cromwell. Qu'à cela ne tienne, Charles II les fait exhumer et leurs dépouilles sont plantées sur des pics devant Westminster. Une chasse à l'homme géante se met en place. Beaucoup sont capturés et exécutés, sauf quelques-uns, dont Whalley et Gough, qui se croyaient en sécurité loin de là. Charles II décide alors de mettre leur tête à prix. Les récompenses pour quiconque les dénoncerait étaient très généreuses. Donc, le citoyen lambda, qui a priori n'avait jamais eu d'intérêt à se retourner contre les fuyards, était désormais incité à les dénoncer, pour un titre de noblesse ou de l'argent. Les régicides vivent à l'abri depuis 10 ans et sont désormais intégrés à la bonne société de la Nouvelle-Angleterre. Pour eux, la situation se complique. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'être arrêtés. Les deux hommes décident donc de quitter les grandes villes pour le paisible village de New Haven.
Dans les années 1660, New Haven se trouvait à l'extrémité de l'Empire britannique et elle était, pour ainsi dire, hors de portée du roi. Il s'agissait donc d'une planque relativement sûre par rapport au port de Boston, qui était alors le plus grand port de la Nouvelle-Angleterre. Et puis New Haven était une théocratie, ce qui signifiait que les chefs religieux étaient aussi chefs du gouvernement local, et eux aussi étaient puritains. Les habitants de New Haven étaient intrinsèquement du côté de Cromwell, Whalley et Gough. Donc, s'il y avait bien un endroit où la population allait les aider et les cacher, c'était à New Haven. À l'époque, New Haven ne compte que quelques milliers d'âmes. Et les deux célèbres généraux en fuite ont bien du mal à rester incognito. D'autant que Charles II a missionné des frégates remplies de centaines d'hommes depuis l'Angleterre, chargées de les poursuivre inlassablement. Sur place, la traque s'intensifie. En restant ainsi en ville, ils compliquaient les choses pour les gouverneurs. Et cela mettait aussi en danger les habitants. À un moment donné, ils se sont dit « c'en est trop, il faut que l'on se rende ». Ils se sont alors rendus chez l'un des gouverneurs, qui les a laissés venir se recueillir à l'église, sur cette place. Ils ont prié, et alors qu'ils étaient sur le point de se rendre, ils ont finalement changé d'avis et se sont enfuis. Leur dernière cachette ? Cette grotte, au milieu des bois, sur les hauteurs de New Haven. À partir de 1670, ils s'y rendent régulièrement pendant encore quelques années. En fait, il y a de la place là-dedans. Protégés par les autorités locales, qui les préviennent toujours à l'avance des recherches royales. C'était une planque loin de la ville. Personne n'aurait eu l'idée de venir les chercher là. Ils ont probablement été conduits ici par des Indiens de la région. Les agriculteurs voisins leur cachaient de la nourriture. Ils n'étaient là que pour des périodes assez courtes, parfois 3 jours, parfois quelques semaines, pas de manière permanente. C'était un refuge quand le danger était présent. Après avoir joué à cache-cache pendant près de 20 ans avec les hommes du roi, Edward Whalley et William Gough finissent par rejoindre l'État voisin du Massachusetts, où on perd leurs traces. Et tandis que pendant plusieurs siècles, l'Angleterre les voit comme des assassins et des traîtres, ils sont célébrés par les historiens américains en quête de nouveaux héros. C'est donc ainsi qu'on se quitte aujourd'hui. Mais on se rejoint vite, et même très vite, car on sera de nouveau ensemble dès demain. Pour nous écrire et partager avec nous vos souvenirs de voyage, c'est simple, hein. Il y a la page Facebook de l'émission. On aime d'ailleurs aussi les cartes postales. Allez, je vous dis bis bald.